Alors, bonjour. J'avoue que je suis un peu intimidé. J'ai l'habitude d'avoir affaire à des étudiants et pas non plus et à improviser davantage, mais là, avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu perdu. Alors, vous excuserez mes feuilles. Je vais vous parler, en fait, le thème, le moment décisif et le développement urbain, c'est que souvent les gens, et je vais prendre les exemples ici à Québec, on a l'impression que les projets arrivent, des projets urbains, et il y a un moment décisif, il y a une question, il faut choisir, et on a l'impression que le choix, il y a un seul choix. Et ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que souvent, le projet d'architecture, c'est un projet d'aménagement urbain, c'est un projet où il y a plusieurs moments de décision. Et dans ce projet-là, dans le fond, il y a une collaboration qui doit se faire entre les architectes et le public en général pour que ces projets-là se développent. Ce qui est important, c'est de comprendre évidemment que chaque projet est à la fois un projet privé, mais qui va définir l'espace public. C'est un projet qui va toucher tous les citoyens et qui finalement va être souvent accepté par nos représentants politiques. Et que ce processus-là implique un échange entre intérêt public et intérêt privé qui est important de comprendre. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que on parle beaucoup d'imagination des architectes. Les architectes sont au service ou à votre service. Les architectes ne peuvent pas faire grand-chose si vous n'avez pas envie d'avoir des nouvelles idées. Alors, il faut comprendre que c'est un échange qui se fait à deux. Non, attendez, c'est ça. Voilà. Évidemment, une ville qui est en croissance demande des projets, sauf des projets, donc c'est un problème de ville riche qui se développe. Vous avez une photo de la colline parlementaire dans les années 20 et une photo aujourd'hui. Évidemment, la question que ça pose, c'est pas nécessairement qu'une ville se transforme, au contraire qu'il y ait des nouveaux projets, mais c'est toute la question de la façon de le faire, de quelle manière on va le faire. Et ça, c'est une question qui est importante parce que, et je vais prendre dans le cas des Québécois, on est toujours très prêt à dire, bien, les intentions sont plus importantes que les résultats ou que la manière de faire les choses. On va s'accommoder. C'est pas important d'avoir pas des manières, c'est pas important de vous voyer. Mais vous vous rendez compte souvent qu'un projet, c'est la manière qui est faite, qui est beaucoup plus importante que seulement les intentions. Les meilleures intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et souvent un projet va être épouvantable malgré ses bonnes intentions. Et on pourrait réfléchir sur la colline parlementaire, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Quand on parle d'un projet, évidemment, la première étape, c'est d'établir les besoins qui éventuellement vont se traduire dans des enjeux. Quels sont les enjeux liés à ces besoins-là, qui devraient éventuellement être développés avec différentes options, qui vont nous permettre de décider, le fameux moment décisif, qui est le thème de la conférence. La chose qui est importante de comprendre dans un projet d'architecture ou d'urbanisme, c'est que c'est très difficile que vous puissiez refaire le même projet deux fois. C'est très difficile que vous ayez deux fois le même site, vous ayez deux fois les mêmes conditions financières, deux fois les mêmes conditions économiques, les mêmes conditions légales. Et donc, on est toujours obligé d'inventer, à chaque projet, on est obligé d'inventer, reprendre le processus de conception, d'adaptation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire quelque chose de complètement original, mais on ne va jamais refaire quelque chose de complètement reproduit une deuxième fois. Et c'est ça qui explique qu'il faut à la fois reconnaître les enjeux et les options pour arriver à comprendre, à arriver à une décision nouvelle et exceptionnelle. Je vais vous parler évidemment de l'îlot Irving, dont vous avez tous entendu peut-être parler à Québec, dont il y a eu un référendum le 5 février dernier. Alors, c'est un projet, ici vous avez le descriptif que la Ville de Québec avait mis, un édifice résidentiel mixte de 9 étages, 20% de logement social, l'arrivée de nouveaux résidents, la rue Saint-Jean qui va être restructurée parce qu'on va enlever le stationnement, un toit vert, un mur végétal pour des intentions écologiques, un stationnement qui sera mis à la disposition des résidents dans les opérations de déneigement. Dans le fond, ça définit un certain nombre d'enjeux, le gabarit, les usagers, les aspects socio-économiques, l'impact urbain, la contribution écologique, l'accès, le transport. Dans ce projet-là, en fait, ce qui est assez tragique, c'est que des besoins, le débat s'est concentré sur un seul enjeu, le gabarit, où là, il y avait une seule option, et il fallait décider sur, finalement, un enjeu et une option pour un projet où, dans le fond, il y a beaucoup plus de questions que la seule qui a été abordée. Et là, vous avez un des dessins qui avait été... la hauteur maximum du zonage est de 13 mètres. Le promoteur voulait à 17 et bon, accusait les opposants d'avoir triché sur la volumétrie. Les architectes ne font jamais ça, c'est évident.
c'est ça. Excusez. C'est ça. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu effectivement un besoin, un enjeu, une option, et on était dans une situation où c'était apprendre ou à laisser. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de projets comme ça où on a l'impression qu'il y a juste une seule option possible. Et j'espère que ça va fonctionner. C'est ça. Je dis, est-ce que c'est comme une espèce de chantage amoureux? C'est moi et c'est pas un autre. Et dans le fond, souvent, on est confronté à l'idée qu'il n'y a aucun autre projet possible pour répondre aux enjeux propres à ça. Et ce qui est arrivé, c'est que dans le cas de l'îlot Irving, nous, en 2010, avec des étudiants à l'école d'architecture, on avait fait un projet d'atelier, première année, 6 semaines, habitat collectif. On a travaillé sur le même îlot et on avait présenté à une des conseillères municipales qui avait voulu nous inviter à présenter au conseil de quartier. Et finalement, on n'a jamais eu l'invitation formelle parce que, dans le fond, ils avaient peur que notre projet fasse ombrage, ou les projets des étudiants fassent ombrage au projet du promoteur. Et en fait, l'important ici, c'est de comprendre que les projets des étudiants ne sont pas nécessairement de bons projets ou de meilleurs projets, mais ils permettent de voir qu'il y a plusieurs options. Ils permettent de voir qu'il y a peut-être des façons différentes de répondre à certains enjeux. Et l'idée, simplement, comme n'importe quel projet de recherche, c'est qu'en explorant les différentes options, on peut comprendre celles qui sont meilleures, moins bonnes, ou meilleures sur certains aspects et moins bonnes sur d'autres. Et par exemple, dans ce cas-ci, même confirmer le problème de la densité qui est réel en fonction de la position centrale de ce site-là. Donc, vous avez ici un projet où les étudiants avaient fait des immeubles formule Plex avec un immeuble plus haut, conciergerie avec ascenseur sur le coin, et l'idée d'une fenêtre comme ça sur le Laurentide. Vous avez l'aménagement de la cour qu'ils avaient proposé avec des passerelles, avec une cour commune. Vous avez un autre projet, encore une fois, de 2 étudiants, première année, dans le fond, des immeubles de 4 étages avec commerce au rez-de-chaussée. Et là encore, la cour commune, mais une cour avec une partie privée pour les maisonnettes qui donnaient sur la rue Richelieu et la cour commune pour les immeubles appartements. Et un troisième projet plus étonnant, en fait, où dans le fond, l'accès au logement se faisait par des coursives extérieures et l'idée, c'était de participer à l'animation de la rue Saint-Jean. Donc, dans le fond, les gens auraient marché comme ça dans ce coin de rue qui est le début de Saint-Jean-Baptiste, où il y a encore assez d'activités piétonnes. Et vous avez ici la coupe qui montre justement comment la relation entre les commerces, l'espèce de petite cour, les petites maisonnettes à l'arrière et les appartements. L'idée ici, c'est de comprendre en fait que ces différentes options nous permettent de saisir, dans le fond, qu'il y a les besoins, on peut répondre aux différents enjeux, les différentes options, et ça nous permet de décider. Et que le rôle de l'architecte, c'est d'analyser les enjeux et de développer les options. Puis les options informent le client et le public sur les choix possibles. Et dans le fond, c'est pour vous aider, en général, à choisir de développer plusieurs options. Je pense que ce n'est pas seulement le problème du propre de l'architecture. Tous les domaines de recherche ou d'exploration professionnelle vont être amenés comme ça, que ce soit en génie, que ce soit en comptabilité, en administration. Mais évidemment, ce que ça soulève, la question fondamentale pour une société, est-ce qu'elle est prête à se poser des questions? Et c'est un peu pour reprendre ce que mon collègue en est pas de vin à soulever. Est-ce que l'architecture, on est prêt à poser des questions sur l'architecture de demain et la forme qu'elle va prendre? Ça nous amène évidemment à un sujet encore plus chaud aujourd'hui à Québec, l'amphithéâtre, pour lequel, dans le fond, on a exprimé jusqu'à maintenant des besoins, pour lequel on ne connaît pas vraiment les enjeux, on n'a pas vraiment d'options, et on se demande comment on va décider, ou si ce n'est pas déjà décidé. Juste une aparté, quand le programme a été sorti qui définit les besoins, les firmes qui devaient soumettre ont eu environ 3 semaines pour un programme qui faisait 2000 pages. Alors, 2000 pages pour un amphithéâtre, c'est ou c'est trop ou c'est pas assez. Mais ça n'a aucun bon sens, vous arrivez avec 2000 pages pour un bâtiment relativement simple en termes d'usage. On ne parle pas d'un hôpital, on ne parle pas d'un palais de justice. Donc, c'était évidemment une façon de complètement disqualifier tous les nouveaux joueurs en noyant la question des besoins. Donc, dans les enjeux, si je reprends les enjeux qu'on avait vus pour Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, le seul qui a été soulevé, ça a été le coût et l'échéancier.
Et ce coût échéancier, c'est comme un argument final où il n'y a plus aucune autre discussion. C'est l'argument massu. Et tout le reste, le programme, l'impact social-économique, l'impact urbain, la contribution écologique, l'accès et le transport, tout ça, il n'est pas expliqué, n'est pas discuté. Et on est là simplement à devoir accepter que le premier critère soit le seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris il y a quelques semaines que l'amphithéâtre déménageait de place parce que le terrain était contaminé. Et là, maintenant, on veut le mettre derrière l'ancien hippodrome. C'est amusant parce qu'évidemment, il y a des architectes de Québec qui savaient ça depuis le mois de septembre et c'est sorti au mois de février. Quiconque aurait travaillé avec des cartes anciennes se serait rendu compte que c'était un dépotoir et aurait bien vu qu'il y avait un problème depuis la base. Et ça fait partie de tout le problème qu'on a de discuter publiquement des projets et de donner l'information. Et jusqu'à un certain point, du déficit démocratique qu'on a vis-à-vis l'aménagement urbain. Alors, ici. Donc là, on vous a fait une modélisation rapido presto de ce nouvel amphithéâtre qui récupère la façade de l'hippodrome comme façade publique et qui s'aménage derrière. Vous savez que le maire a été à Pittsburgh. Semble-t-il qu'on va pouvoir récupérer l'essentiel des décisions qui avaient été prises à Pittsburgh pour cet amphithéâtre, pour l'amphithéâtre de Québec. On ne pourra pas parler de tous les enjeux liés à l'amphithéâtre, mais je veux juste soulever quelques-uns. Dans le fond, ce qu'on se rend compte dans les 20 dernières années, et c'est très significatif qu'on a parlé d'un amphithéâtre comme d'une infrastructure. Quand on vous dit que quelque chose est une infrastructure, c'est qu'elle ne rapporte pas d'argent. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en bénéficier, ceux qui profitent de l'infrastructure. Donc, c'est comme un pont, c'est comme une autoroute. Elle ne fait pas d'argent, mais les gens qui sont autour en profitent. Alors, ce qui est intéressant dans le phénomène des grands centres sportifs qui sont construits à travers l'Occident et même dans les pays d'Afrique dans les 20 dernières années, c'est leur localisation parce qu'ils génèrent énormément d'activités autour et les villes, finalement, retrouvent leur profit à travers les hôtels, les restaurants, les bars, les commerces qui profitent de la présence de cet équipement ou cette infrastructure. Et ça, on a le cas de Cardiff au Pays de Galles, où vous voyez le stade est finalement au bout du centre-ville. Vous avez aussi la question, dans quelle mesure cette infrastructure va participer à la nouvelle image de la ville? Ici, vous avez le cas de Wembley, qui était un stade des années 20 à Londres, qui vient d'être rénové, agrandi pour les Jeux olympiques. Et vous voyez très bien l'intention, à travers le Grand Arc, de participer au panorama de la capitale britannique. Alors, on s'est amusé, en fait, pour vous montrer qu'il y a plusieurs endroits où ce stade pourrait être à Québec, en partant du principe qu'il faudrait qu'il soit près de là où il y a des bars, des restaurants et où on s'amuse, pour qu'on puisse s'amuser avant d'aller au stade et qu'on puisse s'amuser en sortant. Donc, vous voyez qu'il peut rentrer au bout du bassin Louise, où vous êtes finalement à la fin de la rue Saint-Joseph, le boulevard Charest, puis vous êtes au pied de la vieille ville. Et vous voyez comment il rentre en coupant un tout petit peu la partie de la marina. C'est dans le fond, d'ailleurs, le site voisin avait été utilisé cet été pour le spectacle de Cavalia. On a regardé de même le mettre au pied des bretelles de l'autoroute, à la jonction finalement entre Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch. Et là, vous voyez que ça rentre à peu près, c'est un peu difficile, mais ça pose tout à coup une hypothèse intéressante qui est que le stade aurait pu être le lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Ce qui est intéressant dans une ville qui est un peu traumatisée socialement par cette division géographique. Et là aussi, là, bon, on vous l'a logué comme ça. On a même essayé un troisième site, le fameux manège militaire, en disant, bien là, on est près de la Grande Allée. Vous avez le cirque du Parlement et vous auriez le cirque du Stade. Dans le fond, deux grands lieux de divertissement. Mais en fait, vous voyez qu'en plan, c'est pas trop dramatique, mais en volume, c'est pas très beau. Et là aussi, ça montre l'importance d'explorer les options, parce que c'est ça qui nous permet de voir celles qui fonctionnent mieux et celles qui fonctionnent moins bien. Et je pense qu'en science, on accepte d'avoir des
des expériences où on montre, si ça n'a pas marché, on accepte justement que c'est une bonne expérience parce qu'elle nous a montré que c'était une avenue qui aboutissait pas. Et je pense que dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, il faudrait avoir cette même attitude d'objectivité pour voir, dans le fond, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Excusez. Alors, ici, on avait testé comme ça 8 terrains, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs endroits qui pourraient être disponibles, dont, par exemple, le site de la fabrique de papier, qui va peut-être se libérer d'ici quelques années. Pour terminer, en fait, 2 points. Dans le fond, il y a des enjeux. Le but des architectes, c'est d'explorer des options multiples pour confronter les défis et les contraintes liées à ces enjeux et les aspects écologiques en sont, de comparer les choix pour voir l'effort-effet, ce qu'on dit, est-ce que l'effort vaut la peine par rapport à l'effet que ça en aboutit, les impacts, les bénéfices, et que tout ça amène des décisions multiples, à la fois individuelles et coordonnées, dans lesquelles les architectes, évidemment, travaillent avec un paquet de gens, et dans lequel, dans le fond, la société est conviée à réfléchir. Et pour terminer, en fait, juste pour vous montrer que pour décider, c'est un processus, dans le fond, laborieux. Il faut prendre son temps. Il faut comprendre que, dans le fond, c'est un processus où il ne faut pas se précipiter. Il n'y a pas d'urgence. Et que les architectes sont là pour donner les moyens à tous de mieux décider dans la mesure où on est capable de se parler et de travailler ensemble. Merci.